Il s'appelle Clément, Aubry de son nom. Il est dessinateur, scénariste de temps en temps. Il a bourlingué ici et là. Nous avons eu l'occasion, quand j'étais sur France O, de l'accueillir sur notre plateau. C'était à tous mes débuts. Et aujourd'hui, il revient avec une BD événement. À croire que tous les auteurs de BD s'intéressent aujourd'hui à la politique ou à ce qui fait société. Monsieur Clément, Aubry de son nom, bonjour. Bonjour Wilson. Comment ça va? Ça fait sérieux. Ouais, ça fait sérieux. Alors qu'il y a quelques jours, tu me servais du Beaujolais. Oui, mais ça fait sérieux, ça fait chanteur surtout. Je ne suis pas habitué à avoir un micro, mais il vaut mieux pas que je chante. Raconte-moi, parce que j'aimerais savoir, on reviendra sur l'actualité et surtout sur ce livre que vous consacrez en collaboration avec Leïla Slimani à une féministe de la première heure, celle qui répara évidemment la gueule des soldats partir en guerre, spécialiste de la chirurgie et surtout engagée pour l'égalité homme-femme, une féministe comme on en voit très très peu. Oui, alors ça c'est ta manière de le raconter. Au départ, c'est une femme bourgeoise du tout début du siècle qui n'a pas fait d'études et qui n'a pas de vocation particulière. Donc, ce qu'on a voulu raconter dans ce livre, c'est comment cette femme va être autorisée par son mari à passer son bac, ce qui n'était pas évident à l'époque, et ensuite va se diriger vers les études de médecine. Donc, elle était une des seules... Puisque son mari aussi officier. Son mari déjà est médecin, mais elle a une vocation... En fait, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux autres, qui a une vocation de soignante. Et elle est parmi les premières étudiantes en médecine. Bon, c'est pas la seule, il y en avait quelques-unes, mais c'était très rare. C'était un milieu très macho. Et il se trouve que la guerre va survenir et que tout le monde, les médecins vont être envoyés au front. Il va y en avoir sur Paris. Et du coup, les femmes vont être recrutées pour traiter les blessés de guerre qui arrivaient à l'hôpital, puisqu'il n'y avait plus assez de médecins. Et donc, grâce à la guerre, elle va pouvoir avoir une expérience unique, puisqu'elle sera au service des gueules cassées, qu'on appelait aussi le service des baveux, puisqu'ils avaient des blessures qu'on n'avait encore jamais vues à l'époque, puisque la guerre précédente, c'était au sabre, et là, c'était la première guerre avec des balles de fusil, avec des obus, et donc les visages étaient complètement déchirés, déchiquetés, il manquait des mâchoires, il y avait des trous dans la face, c'était une chose qu'on n'avait encore jamais vue. Avant, juste on décapitait ou on décapitait pas, mais c'était plus simple. Et donc elle a dû apprendre et développer des techniques qui n'existaient pas à l'époque et qui ont donné aujourd'hui une discipline qui peut paraître futile si on l'appelle chirurgie esthétique, parce que tout de suite on pense à une bimbo sur une plage, mais c'est aussi la chirurgie plastique réparatrice. Qui permettait aux soldats ayant eu des problèmes au front de pouvoir avoir une seconde chance de vie sociale. Voilà, mais aussi aujourd'hui, on a pris contact avec les chirurgiens d'aujourd'hui, et c'est des gens qui réparent le visage des grands brûlés, qui greffent des mains, qui greffent des pieds, ils peuvent greffer n'importe quel organe. Donc c'est pas du tout un sujet futile, c'est un sujet vraiment majeur de la chirurgie aujourd'hui. Moi j'ai rencontré la première fois Clément Aubry autour d'une BD qui était plutôt légère, qui racontait la fièvre qui embrasa souvent les soirées nocturnes de Côte d'Ivoire et de Yopongo. Et aujourd'hui, on retrouve les auteurs de BD embrasser des causes plus socialement fortes, qui permet aux gens d'avoir une conscience plus éveillée. D'où vient aujourd'hui de scruter ce champ journalistique ou historique abandonné par beaucoup de journalistes ou d'autres personnes? Encore une fois, ça c'est ton regard, et je suis disposé à changer d'avis. Néanmoins... Non, mais moi je te l'ai dit, parce que j'ai eu l'occasion, il n'y a pas longtemps, de recevoir Jules sur mon plateau, qui a transformé Lucky Luke en un vaillant abolitionniste et qui va traîner évidemment dans le sud des États-Unis, alors que d'habitude Lucky Luke Oui, c'est très bien, mais excuse-moi, mais tu parlais de Aya de Yopougon. Aya de Yopougon, c'est une bande dessinée qui est très politique, puisque c'est la première fois qu'on avait une histoire qui se passait en Afrique et qui traitait
pas spécialement des Africains, qui traitaient de la vie quotidienne et derrière lequel il n'y avait pas l'idée qu'il y aurait la guerre ou la famine ou la misère ou je sais pas quoi. Et ça a changé. Moi, je le sais parce qu'on a quand même beaucoup voyagé avec ce livre. On a rencontré des milliers de lecteurs et les retours qu'on a, c'est merci parce que voilà enfin une bande dessinée qui raconte notre vie quotidienne sans tous les présupposés, tous les préjugés qu'on peut avoir. Donc pour moi, Aya, d'une certaine manière, c'est beaucoup plus politique que Suzanne Noël, qui est plus un portrait, qui est une sorte d'hommage un petit peu libre, parce qu'il y a une grande partie aussi de fiction, et qui effectivement, tu as raison, donne naissance dans l'imaginaire collectif à une icône féminine. Et c'est vrai que des héros de BD, il y en a une grande majorité autrefois qui étaient masculins, et maintenant il commence à y en avoir des féminins. Donc c'est bien qu'il y ait de nouvelles références pour les jeunes femmes, pour les enfants, pour pouvoir aussi avoir leur propre modèle. Mais ça me paraît d'une certaine manière plus sage que Aya. Le concept de cette émission, c'est d'avoir une personnalité qui vient scruter évidemment son actualité, mais aussi porter une attention sur d'autres artistes qui demain seront aussi connus que toi. C'est impossible. Ah si, bien sûr, il doit y en avoir. Donald Trump, je sais pas. Ouvri de son nom, Clément de son prénom, il signe évidemment à main nue, qui retrace l'épopée fantastique de Suzanne Noël. L'actualité de Clément est vachement prolifique parce que nous avons incroyablement... Enfin, moi, j'ai eu l'intégrale de Pablo. Bon, mais ça, je vais le développer plus tard, on en parlera. Nous avons Clément Aubry, évidemment, signe Voltaire, très amoureux. Là, toujours aux arènes BD. Et ça, c'est le phénomène du moment. Les aventures... On dirait les aventures de 017. On a dit c'était OSS 117. Ouais. C'est ça. Voilà, je le retrouve. Ou Indiana Jones, mais en Éthiopie, quoi. Alors ça s'inspire, mais vraiment de manière très lointaine, de la vie d'Agatha Christie, qui a quitté son mari, sa famille et l'Angleterre pour aller rejoindre un archéologue qui travaillait sur les fouilles mésopotamiennes en Irak. On a déjà quand même un deuxième tome, hein, parce que le premier avait un petit peu attiré l'attention d'énormément. Ça a été vendu à combien d'exemplaires ? Alors, je suis désolé, mais moi, les chiffres, je suis complètement nul. C'est un succès. Quand ça marche très bien que les gens ne disent pas. Et le tome 2, évidemment, Le piège de la mer Rouge, voilà, qui est sorti. Et puis le 3, c'est en préparation. Le 3, je suis dessus. Si je n'étais pas ici, je serais en train de le faire. Oui, parce que moi, je suis un peu content parce que j'ai été chez toi et j'ai vu un peu les planches. Et je vois comment tu travailles. Et comment on fait quand on a son bureau au-dessus de son lit ? Alors, je précise, c'est pas dans la même pièce, c'est à l'étage au-dessus. Oui, je ne voudrais pas qu'on s'imagine que mon bureau est au-dessus de mon lit. C'est très pratique parce que ça me permet de me lever. Par exemple, ce matin, j'étais debout à 5 heures. Et donc, j'ai pu avancer sur les planches avant de faire une répétition pour venir ici. Et voilà. Donc, c'est très pratique. Moi, j'adore ça. Alors, nous, on a énormément de chance, les auteurs, puisqu'on vit dans une espèce de confinement perpétuel. Donc, on n'a pas eu un grand changement dans notre vie quotidienne. Et aller au travail, quoi. Pour nous, c'est pareil. Et donc, on est organisé pour ça, du coup. Parce que je comprends bien que quand on est habitué à avoir un bureau, on n'est pas forcément équipé pour vivre chez soi 24 heures sur 24. Les auteurs de BD, en général, ont cette chance. En ce qui concerne Pablo, puisque j'ai l'intégrale, j'ai lancé, évidemment par le biais de l'attaché de presse, une invitation à la scénariste de ce bouquin. Donc, on ne va pas vraiment en parler. On montre juste la couverture, puisqu'elle reviendra ici m'apporter plus de détails croustillants autour de Pablo, qui reste aussi une aventure incroyable, puisqu'il y a eu combien de tomes de Pablo ? Alors, il y a 4 tomes. Et en fait, c'est, pour juste résumer, c'est la jeunesse de Pablo, son arrivée à Paris et sa relation avec Fernande, qui était sa première muse et qu'il a essayé de gommer de l'histoire. Carrément, elle l'a payé pour pas qu'elle écrive ses mémoires. Parce que voilà, c'était ses débuts, il était dans la misère à Montmartre. Donc c'est ça qu'on raconte, et on raconte l'invention de l'art moderne et du cubisme avec Pablo. J'ai organisé il n'y a pas longtemps de ça, dans cette même galerie, une exposition sur le cubisme, la naissance du cubisme africain, puisque Picasso était allé en Afrique
et a beaucoup copié. Alors, il s'est absolument inspiré de l'art africain. Il a eu une révélation en allant au musée qui maintenant est les Invalides, mais à l'époque c'était pas les Invalides, c'était un musée des arts. Et il a rencontré des statuettes d'Ogon qui l'ont transformé. D'ailleurs, c'est ce qu'on raconte. Mais il le reconnaît, hein. Moi j'ai lu pas mal d'articles dessus. Et aussi, Braque aussi avait des masques africains. Et en fait, ça a été une clé vers la liberté. En fait, ils se sont débarrassés des soucis de réalisme, parce que jusque tout le 19e siècle, il fallait être réaliste, voire hyper réaliste. Il y avait le mouvement pompier, il y avait le mouvement naturaliste, il y avait plein de mouvements d'art qui étaient extrêmement conventionnels, qui pouvaient faire appel au romantisme. On allait montrer des jeunes filles dans des barques sur des lacs et tout ça, mais il n'était pas question de sortir du réalisme. Et là, grâce à cette découverte de l'art africain, Pablo, Braque et tous les autres se sont engouffrés. Ils ont commencé à déstructurer totalement le corps, l'espace, les objets, tout. C'est assez intéressant. De toute façon, pour cette émission, j'en fais tout de suite la demande. Je serais bien heureux d'avoir des planches pour pouvoir décorer à l'image des photos de Sophie d'Arles qui nous rend visite aujourd'hui. Et puis j'aurai la scénariste. Évidemment, ça sera sûrement, je crois, le 12 décembre. Clément, ça fait plaisir quand même d'écouter des comme ça, portés par une voix. On est tous là entre nous, mais elle est hyper... J'ai failli pleurer en fait sur le Debussy. Ouais, j'ai trouvé ça magnifique. C'est vraiment magnifique. Est-ce qu'on pense à la musique quand on des personnages? Parce que je sais que Aya de Herpongo a été portée à l'écran et donc forcément on pense à la musique quand on décide. C'était l'idée du film. C'était pas seulement la musique, c'était la voix, puisque ça se passe en Côte d'Ivoire et l'accent ivoirien, l'humour ivoirien, on peut l'écrire, mais c'est mieux de l'entendre. Voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'on avait décidé de faire le long métrage et de faire entendre la musique, puisque ça se passe dans les années 70. Donc la rumba congolaise, Ernesto Djedje, enfin il y avait énormément de trésors de la musique de cette époque qu'on voulait faire entendre. Et donc effectivement, ça s'est fait, mais c'est pas pour ça que c'est ce que j'écoute. C'est-à-dire que je veux dire, j'écoute pas forcément du Wagner quand je fais une histoire qui se passe en Allemagne ou en Prusse, j'aurais dû dire. mais l'incroyable variété, l'incroyable inclusion évidemment de ce plateau t'interpelle quelque part. Ah, ça m'interpelle à plusieurs endroits. Je trouve ça, non, vraiment, sérieusement, je trouve ça tellement beau que je ne vois pas comment, malheureusement, le dessin peut rivaliser en intensité avec la musique quand elle est de cette qualité. La BD, événement en scène, évidemment, la vie, Noël. Comment tu as travaillé avec Slimani? Quel a été l'apport Leïla, évidemment, de son prénom, dans ce... Déjà, c'est elle qui a amené le sujet, parce que moi, je ne connaissais pas Suzanne Noël. Et puis, on a travaillé en collaboration. Donc, elle a fait une architecture du récit. J'en ai fait un storyboard. On a créé des scènes. Elle a écrit les dialogues. C'est un échange, en fait. C'est une manière d'écriture à quatre mains. Mais monsieur n'avait jamais entendu parler de Suzanne Noël? Non, jamais, non. Non, elle n'est pas très, très connue. Mais ça va changer, grâce à nous. Aussi, parce que beaucoup de personnes savaient un petit peu ce que c'était. Et Suzanne Noël a été aussi une féministe avant l'heure, tout à l'heure, parce qu'elle a organisé quand même des manifestations. Elle a créé un mouvement, un courant, plutôt en scène les droits pour les hommes et les femmes. Oui, surtout. Alors elle a fait la grève des impôts, puisqu'elle a dit puisqu'elle n'avait pas le droit de vote, elle n'allait pas payer d'impôts. Et elle s'est mise en contact avec un groupe américain qui s'appelait les Soroptimistes, et donc qui défendait effectivement les droits des femmes, donc les droits basiques, de droit de vote, droit d'exercer un métier, etc. Et voilà, donc ça, c'est dans le deuxième volume qu'on est en train de faire aussi, puisque là, on est vraiment plutôt jusqu'à la guerre, et après la guerre, c'est là où elle va effectivement devenir une militante assez active. Et chevronnée. Quand on fait de la BD aujourd'hui,
aujourd'hui qu'on écrit des histoires qui ont trait, je le disais tout à l'heure, à la société. Le matin, on écoute la radio, on écoute les informations, on lit les journaux. Tout à l'heure, évidemment, de l'éviction de l'humour de Canal+. Et je me souviens bien vaguement dans le temps, j'ai eu aussi quelques soucis avec Canal Bolloré, je sais pas, j'avais eu des échos. Hein. Ouais, non, mais ça c'est pas très intéressant. C'est des histoires de financement de cinéma. C'est que Canal+ a cessé de financer les développements de films en général et de dessins animés en particulier. Voilà, donc on a été impacté par ce subit changement de cap. De cap depuis l'arrivée de Bolloré. Là, de toute façon, ça s'affiche à l'antenne. Je crois une de journaux. Et tu me diras tranquillement ce qui retient ton attention ici. Bon, nous avons ce jeune producteur qui a été passé à tabac par des où ça flics. Ici, donc ah oui. Et qui met vraiment, qui ébranle le sur le gueule des flics de manière. Et en même temps, nous avons le procès du siècle, enfin le moment d'aval vu par une intellectuelle. Du côté de l'équipe, nous avons le retour de Mike Tyson. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça, oui. C'est énorme. Il retourne sur le ring ce soir. Et notre cher Macron, qui aussi est indigné par le comportement de son ministre de l'Intérieur et des flics. Je me sens pas autorisé spécialement à dire ce que je pense, voilà, dans un cadre. Je t'autorise tout. Oui, non, mais je veux dire, en fait, je suis entièrement d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut bien connaître un sujet avant d'émettre une opinion. Voilà, maintenant, je suis comme tout le monde, j'ai une opinion qui est très originale, c'est-à-dire que quand je vois qu'on peut se retrouver non seulement tabassé, mais j'ai vu sa photo totalement détruite, et évidemment avec des agents de police qui ont fait une fausse déclaration et qui ont essayé en plus bon, c'est plus au-delà du honteux et on est tous, mais c'est de la même manière que quand on voit les images aux États-Unis avec tous les gens qui se sont fait descendre comme ça. Voilà, donc c'est pas un avis, je vais pas donner un avis très intéressant. Je suis scandalisé évidemment comme tout le monde. Et par contre, j'ai pas envie de faire un amalgame. Alors bon, Darmanin pour moi c'est quelqu'un d'assez suspect, mais Macron, il affiche son indignation. Il affiche son indignation et je le crois. Franchement, je le crois. Je crois qu'il a pas besoin de ça. Et alors ça, je m'étais pas rendu compte. J'ai regardé récemment des vidéos de Mike Tyson. Il est tout petit par rapport à ses adversaires. J'avais jamais compris ça. Mais c'est un bulldog. Et c'est fascinant. Alors voilà. Donc, mais le pauvre, il va se faire. Non, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'y connais rien. Demain, on en reparle. On voit mais je sais que tu joues. Ouais. Moi, j'ai été dans ton atelier, j'ai été dans ton bureau. Il y a une guitare chez toi. C'est vrai. Mais c'est juste, en fait, c'est de la décoration. C'est tout. C'est pas vrai parce que t'en as pris une autre dans ton bureau. D'accord. On peut se dire, et du coup, je me suis dit, il serait très intéressant de t'accompagner quand finit l'interview, de t'accompagner sur ta propre musique. Est-ce que tu peux rejoindre tes amis? Je vais, mais vraiment, il faut être très indulgent parce que je sais pas mon métier. Eux, ils sont très forts, mais moi. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup. D'Avant-Garde. Clément Overy. Et ça, jeu et belle non?
Gypsy. Gypsy Copat. T'as le micro, prends le micro qui est juste là et présente-moi tes compagnons de route. Alors, je vous présente Léonard à la guitare rythmique. Je vous présente Xavier à la contrebasse et Alexandre au saxophone, à la clarinette. Et c'est tout. Et j'aime bien l'incroyable modestie qui t'anime. Vous répétez combien de fois par jour, combien de fois par mois, combien de fois par an? On a répété 2 fois cette année pour l'instant parce qu'il y a eu le confinement et on a eu des petits problèmes pour se regrouper. Okay. Bon, en tout cas, merci d'être venu, Clément. Merci de ton invitation. De toute façon, dans 15 jours, je parlerai plutôt de Plabo et on aura toujours l'occasion de mettre de la lumière sur tes planches et de façon un petit peu plus soutenue, puisque j'aurai la scénariste, évidemment, de cette bande dessinée sur ce plateau. Merci encore. Merci d'être venu. Merci à toi. Salut les amis.